Et pour finir cette matinale, comme tous les mardis, c'est mardi saint, c'est mardi gras, c'est les mardis d'Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Valentin. Vous allez bien? Bah écoutez, ça va, je suis épuisé, mais ça va. Et vous, mon cher Valentin? Ça va. Mais pourquoi vous êtes épuisé alors? Bah, vous vous rendez compte de tout ce qui est en train de se passer en ce moment? Il faut être hyper concentré, c'est crevant. À ce point-là? Ouais, bah quand on est un complotiste professionnel, ce qui est mon cas, c'est génial parce que c'est une période qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Mais il faut être sur le coup 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si on veut rien louper, quoi. Alors, c'est-à-dire? Bah, entre les vidéos de Candace Owens, les nominations aux États-Unis de tout ce qui représente le pire cauchemar pour les États profonds, les discours du vice-président à la conférence de Munich, les taquineries d'Elon Musk, les pourparlers russo-américains pour la paix en Ukraine, les efforts désespérés des Européens pour faire capoter ce plan de paix et ne pas être mis sur la touche, on n'a jamais vu un truc aussi intense et aussi fourni. C'est certain qu'on dénote une certaine activité sur la scène internationale en ce moment. Une certaine activité, vous maniez l'euphémisme avec énormément de talent, mon cher Valentin. Là, c'est un peu comme si un groupe de death metal venait avec des amplis de 3000 watts faire un concert dans un EHPAD. Alors déjà que pour les complotistes, c'est difficile à suivre, mais alors pour la presse mainstream qui avait l'habitude d'aligner tranquillement ces petits mensonges sans la moindre contradiction, là, les mecs, ils sont en panique totale. En panique totale. Bah oui, d'habitude, ils ont des plateaux avec que des gens connivants pour discuter d'une actualité qu'ils ont déjà manipulée. Donc en général, ce qu'ils racontent, ça implique des gens comme Poutine ou Xi Jinping qui viennent pas forcément leur apporter la contradiction. Là, c'est Trump qui parle, donc ça fait le tour du monde en 2 ou 3 heures, et en plus, il ne dit que des choses complotistes. Du coup, les mecs sont obligés de faire venir des gens avec des arguments de plus en plus pétés pour continuer à garder le contrôle du narratif. Du genre? Bah, LCI a reçu coup sur coup une criminologue qui nous disait que Poutine pourrait bien mettre plein de bombes dans Paris, alors il fallait faire gaffe aux paquets qu'on voyait dans la rue. Puis ensuite, ils ont reçu le député macroniste Bernard Guetta pour nous expliquer que Trump, il était super con parce qu'il commençait les négociations en lâchant tout ce que Poutine demandait. Ah oui, on a vu ça. Ça vous a agacé? Oh là là, oui, j'étais devant mon écran d'ordinateur à hurler, mais non, espèce d'abruti, tout ce que Poutine demande, c'est le respect des accords de Minsk. Tout à fait. Mais il veut quand même garder le Donbass en plus. Bah oui, mais ça c'est normal parce que quand le Donbass appartient à l'Ukraine, il se fait bombarder parce que dedans c'est des populations russes. Donc bref, pour en revenir à Guetta, est-ce que j'ai le droit par exemple de dire que son frère fait des chansons avec 2 touches sur son piano et lui il fait de la politique avec 2 neurones? Je crois que ça on n'a pas le droit, mais vaut mieux pas. Bon, on pourrait avoir des ennuis. Bon alors ok, bah je le dis pas alors. Merci. Mais sinon, tout à l'heure, vous disiez que l'Europe fait tout pour capoter les négociations de paix. Pourquoi? Bah je sais pas, il faut leur demander. Là j'ai l'impression qu'ils sont tout déboussolés. Avant quand c'était les démocrates à la Maison Blanche, ils obéissaient aux consignes de Washington. Maintenant que ça a changé de taulier, on les sent complètement perdus. Du coup ils improvisent et ils font n'importe quoi. En plus l'autre jour, J.D. Vance leur a balancé des scuds gigantesques au sommet de Munich. Bref, c'est la bérésina. Donc là, pendant que les adultes commencent à négocier pour la paix, eux, ils essaient d'organiser des contre-sommets dans leur coin, mais manifestement, personne n'en a rien à branler. Et ça vous inspire quoi? Bah, ça m'a inspiré ce tweet hier. Voilà, donc en fait, on a les tables des négociations, donc la table des grands à gauche, et puis à droite, on a la table des petits Européens, voilà, qui voudraient négocier. Et vous allez avoir des ennuis, vous. Ouais, je m'en fous. J'y peux rien s'ils sont grotesques. L'autre jour, il y avait Darius Rochebain qui interviewait Jean-Noël Barrot et lui demandait ce qu'il ferait si Lavrov l'appelait. Et comme si la question n'était pas assez grotesque, le pauvre Barrot lui a répondu sérieusement que dans les conditions actuelles, il ne le prendra pas au téléphone. Non mais sans déconner, on a l'habitude de dire qu'ils sont hors sol, mais là, les mecs, ils sont sur Mars. Avant Musk d'ailleurs, donc ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, ça m'a inspiré ce tweet, si on peut le voir. Je précise que c'est inventé, hein. Ça s'est pas passé en vrai. Donc là, on a Hello Donald, is John Christmas. John who? John Christmas. I am the Minister of the Affairs Strangers of France. Okay, what do you want? I want France to be part of the negotiation in Ukraine. Ah, good one. Voilà. Et donc Trump lui raccroche au nez. Voilà. Bon, vous pensez vraiment que la France n'a plus son mot à dire alors? Bah, dans la mesure où ça fait quasiment 20 ans que la France ne fait plus que de la merde à l'international, oui, évidemment. Et puis c'est même pas moi qui le dis, c'est Trump. Et non seulement la France est totalement larguée, mais l'Europe entière l'est également. Personne ne sera convié aux négociations de paix tant que les leaders actuels seront en place. Donc on est en train d'assister à un nettoyage complet de l'ère Biden et tous les dirigeants européens, à part Orban, Fico et dans une moindre mesure Meloni, étaient à la botte des démocrates. Donc pour vous, l'Europe va si mal que ça? Bah, c'est même pire que ça. Moi, j'en ai fait un tweet l'autre jour et voilà ce qu'il disait.
Pour la première fois de son histoire, l'Europe est complètement larguée sur la scène internationale. Elle s'est suicidée économiquement avec sa politique complètement débile de zéro carbone. Elle s'est suicidée diplomatiquement avec sa gestion catastrophique de la crise ukrainienne. Je rappelle que selon Hollande, les accords de Minsk ont été faits pour ne pas être respectés, ce qui est lunaire. Elle s'est suicidée culturellement avec le wokisme qui a bouffé le cerveau d'une partie de sa jeunesse. Elle s'est suicidée énergétiquement avec les sanctions contre les Russes et sa lâcheté impardonnable dans l'affaire Nord Stream. Elle s'est suicidée industriellement en délocalisant un peu partout dans le monde à la recherche de coûts de production plus avantageux. Et elle s'est suicidée socialement avec la submersion migratoire voulue par George Soros. Plus de 2 ou 3 grosses raclures qui ont gagné des fortunes là-dessus. Mais alors pourquoi elle s'est suicidée d'après vous ? À mon avis, parce qu'elle est dirigée par une bande de connards corrompus et dangereux, mais je citerai pas de nom. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a laissé faire en croyant ce que nous racontait la télé. Et nous, les complotistes, on n'était pas assez nombreux pour que notre voix porte quand on le clamait à la face des crétins, qui pourtant ont bien vu que, par exemple, ils se sont fait enculer à sec, et je pèse mes mots, avec l'euro qui leur a fait perdre la moitié de leur pouvoir d'achat. Et toujours cette fameuse opposition entre les complotistes et les normies. Plus que jamais, en fait, parce qu'ils nous prennent pour des tarés, et nous, on les prend pour des demeurés. Donc voilà. Donc on en parlait justement à la soirée où j'ai connu Clémence, qui a ensuite provoqué ma venue chez Toxin comme chroniqueur dès le début de la chaîne, et vous connaissez la suite. Ah bon, ça s'est passé comme ça ? Oui, vous saviez pas ? Ah oui. Alors Clémence et moi, on s'est connus à une soirée où on était plein de complotistes, pendant laquelle on a bu beaucoup de vodka, et ensuite on a fait un feu au milieu de la pièce, et on a tous dansé tout nus autour de ce feu, en tenant à la main une photo de Poutine, et en chantant des airs des chœurs de l'armée rouge. Non, arrêtez de dire n'importe quoi, nos auditeurs vont y croire. Elle m'a dit que vous vous êtes connus à un dîner parfaitement normal, quoique un peu complotiste. Ouais, non, mais je déconne. Mais je disais pas ça pour nos auditeurs, parce que évidemment qu'eux, ils vont pas y croire, mais les normies vont y croire, et c'est exactement ce que je veux. Puisqu'ils nous prennent pour des tarés, autant forcer le trait, et puis comme ils gobent déjà tout ce que BFM raconte, un peu plus, un peu moins, ça changera rien. Mais je m'imagine très bien les voir prendre un sourire satisfait de celui qui a vu clair dans notre jeu depuis le début, de croiser les bras et de dire « haha, je l'ai toujours su ». Vous voyez, j'ai des plaisirs simples. Mais vous leur en voulez à ce point-là aux normies ? Non, en fait, je leur en veux pas spécialement, mais ils m'énervent quand même assez régulièrement, et pour 2 raisons. La première, c'est que c'est jamais agréable de tendre la main à quelqu'un et de se la faire mordre, parce qu'on fait tout ça pour eux aussi. Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'être complotiste ? Oui, un peu en fait. Ouais, vous avez raison, ça m'amuse, mais même si je passe mon temps à déconner, le fond reste sérieux. Et c'est la manière que j'ai trouvée pour rendre le truc moins indigeste. Parce que les normies n'ont aucune idée de l'ampleur de tout ce qu'on leur cache. Et le jour où ils l'apprendront, ça risque de pas être cool pour leur équilibre psychologique. Alors voilà, moi j'essaie d'amortir leur future chute. Mais bon, mon bon cœur me perdra. Alors justement, quelle est la deuxième raison pour laquelle vous leur en voulez ? Mais parce qu'ils nous retardent, mon cher Valentin. Vous n'imaginez pas le temps qu'ils nous font perdre. Rien qu'avec ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, on devrait être en train de harceler nos institutions pour qu'elles se mettent enfin à bosser pour nous. Au lieu de ça, on assiste avec résignation à des trucs totalement what the fuck. Du genre ? Là, on est quand même en train de nous habituer au fait qu'on risque d'avoir comme garant de la Constitution un mec qui n'a échappé aux fourches codines de la justice que grâce à la prescription, alors qu'il a quand même utilisé de l'argent public pour acheter un appart à sa meuf. Alors pour la galanterie, Richard, bravo, moi je te mets un 19 sur 20 parce que voilà, donc tu loupes le carton plein parce que tu l'as pas fait avec ton fric mais avec celui des Français, mais le geste est élégant. En bon amoureux des femmes et de l'amour courtois, j'apprécie et j'applaudis. En revanche, quand on arrive à la note respect des Français, là je suis désolé mon pauvre Richard, mais je n'ai pas d'autre choix que de te mettre un 0 sur 20. À 0, ouais, c'est noté sévère quand même. Oui, je vous l'accorde, c'est assez sévère, mais c'est juste, du coup, moi, le Richard Ferrand, je le vois mieux en Don Juan qu'en gardien de la Constitution. D'autant plus que je sais pas si vous êtes comme moi, Valentin, mais moi, je le vois venir quand même d'assez loin, le gros coup de pute. Mais comment ça ? Quel coup de pute là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si vous voulez bien, je vais vous l'expliquer sous la forme d'un petit conte pour enfants. Donc voilà, on a Ferrand qui est pressenti pour être président du Conseil constitutionnel. Moi, je serais prêt à parier qu'un jour, il va se pointer sur un plateau télé, la bouche enfarinée, je me comprends, oui, et qui va nous annoncer un truc du style « Audite, vous savez quoi, les mecs ? Cette nuit, j'ai fait un rêve, mais il était tellement réel que je crois que c'était un message du destin. » Alors là, on va lui dire « Ah bon, c'était quoi ? Dis-nous, Richard, dis-nous. » Alors là, il va nous dire « J'ai rêvé qu'il fallait modifier la Constitution pour autoriser un 3e mandat présidentiel. Et je verrais bien Macron inaugurer cette révision constitutionnelle. » Et alors là, que se passera-t-il ? Alors là, dans un premier temps, les gens vont gueuler parce que je crois qu'ils en ont un peu marre de Macron. Et puis Macron va faire le faux modeste en disant « Oh, merci Richard, c'est très gentil à toi, mais je ne veux pas être président. » Vous savez, un peu comme quand Éric Dupond-Moretti disait à Audrey Crespo-Mara qu'il ne serait jamais ministre de la Justice. Alors là, Ferrand dira « Si, c'était presque comme un message divin. Ta modestie t'honore, mon cher Emmanuel, mais je crois que l'univers le veut. »
Et que se passera-t-il ensuite? Ensuite, on aura les laquais du pouvoir. Les laquais du pouvoir. Ouais, donc les BFM, Libé, Le Parisien, Match, etc., qui nous sortiront un joli sondage tout bidon, genre 73% des Français sont favorables à un 3e mandat présidentiel. Et ensuite? Et ensuite, toute la Macronie viendra squatter les plateaux télé pour expliquer qu'entre les menaces de Poutine et celles de Trump, nous avons besoin de stabilité et d'expérience. Du coup, qui mieux que Macron et blablabli, blablabla. Vous voyez le topo? Ouais, je vois très bien. Et ensuite? Et là, les plus abrutis vont commencer à se dire, c'est vrai, quand c'est en trouble et avec la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe, il serait peut-être temps de recommencer à construire des barrages. Et là, le ventre mou électoral, vous savez, celui qui ne se sent bien que dans le confortable ronron de la majorité, se ralliera à la pensée dominante comme il le fait à chaque fois. Et voilà. Et après, on fera en sorte que quelques millions de voix disparaissent et hop, le tour sera joué. Bref, on s'en sortira pas. Donc voilà, pourquoi j'en veux aux normistes, parce qu'au lieu de nous écouter, ils foncent tête baissée dans absolument tous les pièges qu'on leur tend. Et j'en ai d'ailleurs déduit un théorème que j'ai en toute modestie appelé le théorème de Haut-Bon-Tweet. Ah, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que vous voulez nous le présenter? Bien volontiers, voilà. De la même manière que la vie ne peut exister sans oxygène, l'enculerie a toujours besoin de la bêtise pour s'épanouir. C'est un peu lapidaire quand même. Oui, mais j'en ai la preuve tous les jours. Dimanche, j'ai fait le tweet suivant. Coucou les débiles, 2014-2016, tension en Ukraine, entre parenthèses, présidence Obama. 2017-2021, calme relatif en Ukraine, entre parenthèses, présidence Trump. 2022-2024, guerre en Ukraine, entre parenthèses, présidence Biden. 2025, négociation de paix, entre parenthèses, présidence Trump, 3 petits points. Je vous laisse réfléchir, je ne veux pas vous coller la pression, mais mes 2 filles ont compris et le plus jeune a 14 ans. C'est sûr que présenté comme ça semble évident. Penses-tu? Donc je me suis pris un paquet de connards pour m'expliquer que c'était faux, alors que c'était juste factuel, que comparaison n'est pas raison, que de toute manière j'étais la pute de Poutine, etc., etc. Bref, parfois j'ai envie de faire une tournée générale d'avoine tellement ils sont cons. Mais comme ça risque de me coûter cher, j'ai préféré faire des petites histoires illustrées pour leur montrer qu'on leur fait croire ce qu'on leur fait croire et à quel point on les prend pour des débiles. Ah, des histoires illustrées. Alors comment ça? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, volontiers. Alors en préambule, moi je me suis inspiré de, vous savez, de la série là, Pour les nuls, vous savez, le truc là qui est censé expliquer les grands sujets de la vie aux esprits un peu limités, dont parfois je fais d'ailleurs partie. Sauf que moi, ma série, je l'ai appelée Pour les débiles. Donc moi, je vais commencer par le narratif climatique. Le narratif climatique, pourquoi? Parce que c'est vraiment d'actualité. Donc Trump s'est retiré des accords de Paris et la semaine dernière, les Suisses ont fait une votation pour rejeter les mesures climatiques. Du coup, moi j'espère que la France ne terminera pas dernier pays de débiles à y croire encore. Et comme j'aime les Français de violent amour, comme disait Henri IV, j'ai préparé un petit schéma afin de bien faire comprendre pourquoi tout leur délire n'est pas possible. Comment ça, un petit schéma? Je vais vous montrer la lutte contre le réchauffement climatique telle qu'ils veulent vous la faire croire si on raisonne par l'absurde. Donc si on peut voir. Donc voilà, donc on a la télé qui commence à faire flipper avec ses cartes météo. Puis on a Macron qui dit voilà, l'heure est grave, il faut payer les impôts et si vous voulez survivre. Donc là, vous payez votre taxe carbone. Et ensuite, on a la suite. Alors c'est vrai que c'est présenté comme ça, complètement débile. Voilà. Et une fois que vous avez payé votre taxe carbone, on a un fonctionnaire qui appelle le soleil et qui dit c'est bon, ils ont payé, tu peux refroidir. Et là, le soleil qui répond ok, je te fais ça, ma poule. Oui, présenté comme ça, c'est vraiment, vraiment débile. Oui, bien sûr. Mais le pire, c'est que j'exagère même pas. Sans déconner, les débiles. En fait, en quoi le fait de payer des impôts en France va permettre à la Terre de se refroidir? Sérieusement, enfin, Dieu a eu la gentillesse de vous donner un cerveau, essayez de vous en servir, quoi. Merde. Bon, vous avez d'autres exemples? Oui, bien sûr, mais ça marche avec tout. Donc là, c'est une petite histoire qui vous fait comprendre comment on vous a pris pour des cons avec le vaccin. Donc si on peut voir... Donc voilà, donc toujours pareil, là il y a Macron qui arrive, l'heure est grave, il faut absolument vous vacciner si vous voulez survivre. Donc là après on a Véran qui arrive sur les plateaux télé, qui nous explique un truc absolument lunaire, parce que le vaccin ne marche que si tout le monde l'a pris. Donc les gens se font vacciner. Et ensuite on a Véran qui appelle le Covid, qui dit c'est bon, ils sont tous vaccinés, tu peux partir. Alors le Covid qui dit ok, je te fais ça ma poule. Et voilà. Et les gens croient à ce genre de truc. Mais là vous exagérez là. Ah bon, c'est moi qui exagère? Qui a été raconté sur les plateaux télé que le vaccin arrêtait la transmission alors que Pfizer a même pas fait d'études là-dessus? Et c'est moi qui exagère. Bon, calmez-vous. Allez, une autre histoire peut-être?
Oui, alors là, c'est un peu plus touchy et je risque de me faire insulter, mais bon, celle-ci nous montre comment on nous prend pour des cons avec la menace islamique uniquement quand ça arrange nos dirigeants. Donc, si on peut voir, donc voilà, on a toujours Macron là qui nous explique que l'heure est grave et on ne tolérera plus l'islam radical. Et puis là, on a Al-Shara qui dit, je vais renverser Assad. Donc, il y a Macron qui l'appelle, il dit, si tu renverses Assad, je t'invite à l'Élysée. Et donc, il y a Al-Shara qui dit, ça y est, j'ai renversé Assad. Et là, on a Macron qui l'appelle, qui lui dit, si tu mets un costard-cravate, je t'invite à l'Élysée. Donc, Al-Shara qui dit, aïe, j'ai mis un costard-cravate. Et Macron qui nous explique qu'il a décidé d'inviter Al-Shara à l'Élysée pour célébrer ce valeureux combattant de la liberté. Ça se passe vraiment comme ça? Oui, ils nous ont fait le coup avec Ben Laden, Kadhafi et Al-Nosra. Donc l'islam radical, ça sert à faire peur aux populations occidentales et ça sert aussi aux dirigeants occidentaux à renverser les régimes arabes laïques qui ont des dirigeants désobéissants. Donc une fois c'est des méchants, une fois c'est des gentils. Oui, je comprends. Allez, un petit dernier. Oui, avec plaisir. Alors donc celui-là, il est sur l'absurde mascarade Covid et ses non moins absurdes règles complètement idiotes et dictées par Jean Castex quand il était Premier ministre. Donc si on peut voir... Donc là, toujours pareil, Macron, l'heure est grave, le Covid est là, c'est la guerre, tati tata. Et donc là, on a Castex qui parle au Covid et puis qui négocie ce qu'on a le droit de faire. Donc voilà, donc voilà. Ni dans le métro, ni dans les boîtes à partous. métro, ni dans les boîtes à partous. Voilà, et le Covid qui dit, ok, mais alors tu me laisses les plages et la montagne et les sentiers de forêt. Alors voilà, ok, ça marche. Laisse-moi juste avoir les restaurants, s'il te plaît. Et voilà, le Covid qui répond, non, parce que moi, je veux aussi aller dans les endroits où on s'amuse. Et donc, la suite, c'est, bon, allez, fais pas ta pute, je te propose moite-moite. Alors, Covid, comment ça, moite-moite? Écoute, tu me laisses les gens assis et tu prends les gens debout. Et voilà, et donc, le virus, ok, ma poule, etc. Et c'est toujours comme ça. Alors, quelles sont les conclusions de tout ça? C'est simple. Dès que c'est pas logique et que ça me semble absurde, c'est que ça l'est et qu'on vous prend pour un con. Donc, dès que vous voyez ça, désobéissez. Bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Merci beaucoup en bon tweet et à la semaine prochaine. Merci. Il est possible que ça fasse un peu mal.